Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Et bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous et malheureusement, ça fait mal de le dire, pas de revanche pour les Bleus, mais une nouvelle désillusion face à l'Afrique du Sud hier soir. Et oui, cruelle défaite 17-32 au Stade de France pour des Bleus pleins d'ambition au coup d'envoi de ce choc qui a d'ailleurs tenu toutes ses promesses car il ne faut pas attendre longtemps pour voir le premier essai. Il est pour Damien Penaud qui se paye même le luxe de battre un record et pas n'importe lequel. Le ballon est toujours les Bleus, on enchaîne même sens avec maintenant Romain Tamac sur Ramos qui est obligé de reprendre l'intérieur, de changer le jeu au pied pour Penaud. Ça va aller à l'essai, oui. Le premier essai des Bleus. Le premier essai Damien Penaud et le record de Blanco battu. Le premier essai de Damien Penaud, nous jouons les collègues, nous jouons la 3e minute. Un mouvement, une limpidité, je ne dirais pas exceptionnelle dans sa construction, mais une limpidité. 39e essai en bleu pour le joueur de l'UBB qui dépasse la légende Serge Blanco et est désormais le seul meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France. Et puis c'était un début de match clairement idéal et là on se dit même que ça va être une très très grande soirée. Et d'autant plus que les Springboks reçoivent un carton rouge à la 39e minute après un mauvais coup de Jager sur Thomas Ramos. Le coup d'épaule dans la tête, ça fait du mal. Tout semble alors écrit pour en finir avec les démons de 2023 et les hommes de Fabien Galtier font la course en tête à la mi-temps, mais l'Afrique du Sud n'est pas double championne du monde en titre pour rien et c'est avec toujours autant d'envie que les partenaires de Cheslin Colby reviennent des vestiaires jusqu'à faire craquer les tricolores. Un enchaînement de fautes françaises et le demi-mêlée remplaçant Grant Williams vient libérer les siens. Le demi-mêlée, Graham vient demander la balle, mais il avance toujours. Ils sont implacables et la belle poussée, la contre-poussée française. Grant Williams qui est passé, laissé entre les poteaux de demi-mêlée remplaçant des balances. Oh là là, ça va faire 25-17. Ça c'est pas bon, le demi-mêlée remplaçant, il s'appelle Williams, un jeune demi-mêlée sud-africain. Et la France commence donc sa tournée par une défaite et peut nourrir des regrets. Mais pour le capitaine des Bleus, Gaël Fickou, pas de quoi s'apitoyer non plus. On a encore 2 gros challenges à relever contre les Fidji et l'Australie et ça serait inacceptable de baisser la tête, donc on va aller de l'avant. C'est un match de préparation aussi, bien sûr, qui nous tenait à cœur, bien sûr qu'on avait à cœur de gagner ce match. Et ce soir, ils ont été meilleurs que nous, ils ont été plus réalistes que nous et on va se préparer jusqu'à la Coupe du Monde pour les rejouer. Mais ce soir, ils ont été meilleurs, faut l'avouer. Mais on baissera pas la tête. Rendez-vous la semaine prochaine pour repartir de l'avant, ça sera face aux Fidji à 21h10 à Bordeaux. Samedi prochain. À suivre sur Sud Radio, bien sûr, la radio du rugby. Et puis on change de ballon, on passe au football. À présent, mon cher Jules, avec encore un énorme samedi pour cette 12e journée de Ligue 1. Et une grosse victoire pour le RC Lens 4-1 sur la pelouse de l'AS Monaco hier soir. Et ce sont d'ailleurs les nordistes qui ouvrent le score par l'inévitable Hudson Edouard sous les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. C'est une question de complémentarité, de synchronisation. Attention, c'est complètement manqué. Et très bon pressing avec Thauvin maintenant. Le crochet de Thauvin, le double contact. Thauvin, le pied droit. La balle vers Thomasson. La frappe d'Hudson Edouard. La punition à ce niveau-là. Ça ne pardonne pas. L'erreur de Kerrer. Le capitaine est puni. Tout comme l'AS Monaco. Lens est récompensé. 1-0 pour les 100 et or. Les Monégasques sont réduits à 10 après l'exclusion de Balogun et explosent en seconde mi-temps. Un succès probant qui permet au RCL de s'emparer provisoirement de la seconde place du championnat puisque c'est l'OM qui est le leader provisoire en attendant le match du PSG ce soir. Marseille qui s'est imposé un peu plus tôt dans la journée à domicile contre Brest. Une victoire 3-0 qui a de quoi donner le sourire à Benjamin Pavard. On avait perdu quelques points en route face à Angers, face à Lens. Donc on se devait de gagner ce soir. On savait que si on gagnait, on était premier pendant un certain temps et j'espère que on verra les autres résultats. Mais c'est très bien, on a fait un très bon match, on a été solide du début jusqu'à la fin et maintenant il faut continuer comme ça. Et puis pour terminer un peu ce journal, mon cher Jules, un mot de basket. Et oui, on a l'habitude d'entendre parler de la Super League en football. Et bien là, on va parler de la NBA Europe, cette nouvelle ligue dont le lancement est prévu pour 2027. Et le directeur général de la compétition, Georges Eivazoglou, n'a pas manqué de donner quelques informations sur le futur de cette nouvelle compétition. Et on fait le point tout de suite avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Alors tout d'abord, expliquez-nous un petit peu le format de cette nouvelle compétition, à quoi ça va ressembler. Alors pour l'instant, on n'en sait pas tant que ça sur le format de la compétition. Tout ce qu'on sait, c'est que la NBA a considéré que le basket européen était sous-exploité. Il considère que le potentiel économique de cette ligue, du basket européen en général, est de plus de 3 milliards de dollars. Et on en est très très loin aujourd'hui avec les compétitions actuelles. Alors ils ont décidé d'investir l'Europe, concrètement, et de viser surtout des gros marchés.
Ils ont annoncé hier les 12 villes qui constitueraient les premières équipes de cette Super League. Et on voit bien que ce sont les ligues qui ne sont pas des équipes, des villes en tout cas, qui ne sont pas forcément des grands clubs européens aujourd'hui. Et qui ne sont même pas des bassins européens classiques dans le basket. Justement, parmi les noms, quel nom on a pour les futurs participants? Alors pour l'instant, on voit qu'ils ont spoté donc les 5 plus grands pays européens. Donc il y a 2 villes en Allemagne, Bayern Munich qui serait pris et Berlin bien évidemment. On a des villes en France, on parle de Lyon et de Paris, Barcelone, Madrid en Espagne, Rome et Milan en Italie. Et surtout, on a en Angleterre 2 villes qui pour le coup n'ont aucun club européen aujourd'hui, qui n'ont pas de culture basket, c'est Manchester et Londres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les villes, c'est pas les clubs qui sont spotés, ce sont les grandes villes économiques et surtout leur soutien européen, leur soutien financier. Pourquoi Manchester est dans le pipe? C'est parce qu'ils comptent sur les soutiens de Manchester City actuellement, donc Abu Dhabi. Donc ils visent des marchés et des gros sponsors économiques surtout. Et alors économiquement, quel est l'intérêt des clubs à rejoindre ce projet? Déjà, effectivement, pour eux, c'est l'idée d'avoir le savoir-faire de la NBA en termes de création de valeur marketing. On peut dire ce qu'on veut, mais la Ligue sait très très bien faire et va forcément développer une image forte qui existe difficilement en Europe aujourd'hui. On voit que l'Euroleague a toutes les peines du monde, malgré sa compétitivité sportive, à vivre médiatiquement, à vivre économiquement. Et donc, c'est la promesse, quelque part, d'un savoir-faire très fort et d'une montée en gamme économique importante. Et donc, l'image de la NBA qui va permettre de faire du chiffre. Combien est-ce que la compétition, elle pourrait générer, approximativement? C'est très difficile à dire aujourd'hui, mais effectivement, les Américains considèrent qu'ils peuvent générer 3 milliards de dollars, potentiellement. Alors, c'est peut-être surestimé. On le verra, mais en tout cas, c'est sûr qu'on est très très loin par rapport à aujourd'hui à ce qu'on est. On voit que le championnat de France, les 2 championnats aujourd'hui Pro A, Pro B, ensemble génèrent à peine 180 millions d'euros. Oui. Donc les 30 clubs professionnels français. Donc là, on imagine que ça serait bien supérieur. Mais il reste à savoir quelles sont les équipes, parce que le Paris Basket actuel, par exemple, ne serait pas concerné par cette NBA Europe. Ils veulent créer quelque chose avec les Qataris. Donc ça serait potentiellement un PSG Basket. Et on restera très attentif à cette situation, qu'elle soit pour les clubs ou même l'image de la compétition. Merci beaucoup Louis-Marie Valin. Et merci beaucoup Jules Boscherini pour le journal des sports qu'on retrouve naturellement à 9h avec un grand invité. Ce sera le Café des Sports naturellement de